Mais voilà, le harcèlement, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Hop, hop, hop. Euh, donc, c'est quelque chose, donc, comme je disais, c'est un prémisse, c'est une introduction. Et voilà, l'idée serait de travailler tout au long de l'année sur cette thématique-là à travers différents sous-projets. Donc, voilà, donc je vous remercie encore d'avoir répondu présent à notre invitation et merci encore à l'UCP-EFI pour tout le travail et toute l'implication euh, lors de ce projet. Voilà. Donc, je vous laisse la parole et puis je nous souhaite à tous un très bon webinaire. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, vous faites, il y a encore une autre présentation, c'est ça avant qu'on commence? Il y a l'association. C'est ça. Bonsoir. Je tiens à parler au nom du CPEFI pour dire combien nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui présenter notre premier webinaire en partenariat avec l'EFI, d'autant plus que la lutte contre le harcèlement est un sujet que nous portons en nous et que nous souhaitons, sur lequel nous souhaitons travailler tout au long, non seulement de cette année, mais des années à venir. Nous tenons à remercier Mme Hassoun, Mme Cartier pour leur participation à ce webinaire, mais avant tout pour leur engagement dans la lutte contre ce fléau, ainsi que l'école, M. Gachet, Rita Lehlou, mais tout le corps professoral pour leur implication et leur mobilisation sur ce thème, qui est, on le sait, un sujet qui tient à cœur à cet établissement scolaire. Voilà, je vais maintenant laisser les deux éminentes personnes qui sont avec nous, Mme Hassoun et Mme Cartier, se présenter. Merci beaucoup. Et je vais partager du coup mon écran. Hein. D'accord, Marie, merci. Voilà. Ça fonctionne? Oui, parfaitement bien. Allez. Alors. Peut-être commencer, Amal. Vas-y, tu te présentes. Ah, c'est moi qui commence. Bon, bah, alors, voilà. Commence à te présenter. Allez, quelques petits mots de présentation très rapides. Donc, je m'appelle Marie Cartier, je suis à l'origine professeure de lettres. Je me suis formée à l'approche systémique et stratégique et j'ai donc changé d'activité il y a plus de 12 ans maintenant pour me consacrer au travail sur les souffrances scolaires. J'ai rencontré Jean-Pierre Bellon en 2016 et nous travaillons ensemble sur la question du harcèlement scolaire de manière très active. Nous sommes inscrits dans le programme ministériel phare qui est en cours, qui implique des milliers de personnels. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir échanger avec vous, les parents d'élèves, sur cette thématique du harcèlement scolaire. Et donc, notre centre Résiste, notre association, qui déploie en fait des formations non seulement en France, mais dans la francophonie en général, a le plaisir d'avoir une antenne au Maroc avec Amal Hassoun, notre partenaire, voilà, que je vais laisser parler. Merci Marie, moi je suis vraiment heureuse d'être là, heureuse de faire ce webinaire avec toi et en même temps d'être à l'EFI, un établissement à Casablanca, donc ça me fait hyper plaisir. Et voilà, moi je me présente aussi, je suis Amal Hassoun, j'ai eu un parcours assez long dans un établissement scolaire. J'ai animé pendant plusieurs années Marie, tu pourrais demander, tu pourrais couper les micros, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Les micros, s'il te plaît. Je vais couper les micros. Voilà. Et donc, alors, je vais rallumer le mien. Il faut que je coupe mon partage d'écran pour pouvoir faire ça. Ah, sinon, c'est bon, je peux le faire. Voilà. Donc, j'ai travaillé très longtemps au sein d'un établissement scolaire et j'animais des ateliers de développement personnel. Les élèves venaient chez moi pendant toute une année, sinon 2 années, où on travaillait sur le vivre ensemble, sur les compétences socio-émotionnelles. Et il y avait un cadre qui était mis en place. Ce cadre permettait aux enfants de vivre en confiance toute une année scolaire et de repérer, c'est-à-dire une fois qu'ils ont terminé leurs 2 années en ma compagnie,
ils savaient qu'à chaque fois qu'ils avaient un bobo, quand ils avaient une souffrance, ils savaient où aller, vers qui s'orienter. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à traiter la souffrance scolaire. Bien sûr, j'ai été formée à plusieurs outils. Et dans le lot des souffrances arrivait forcément le harcèlement scolaire. Donc, je me suis mise à me former pour traiter les situations de harcèlement scolaire. Il y avait la théorie, il y avait des fois ça collait, des fois ça ne collait pas avec le terrain. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Marie Cartier, où elle m'a un petit peu, elle m'a beaucoup aidée en m'ouvrant les yeux, en mettant des concepts sur tout ce que nous faisions sur le terrain. Et après, elle m'a présenté Jean-Pierre et nous avons cheminé ensemble. J'ai fait plusieurs formations pour me permettre justement de transmettre cette méthode, la méthode de la préoccupation partagée. Alors, on va au cours de cette soirée, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est le harcèlement scolaire. Ensuite, nous allons parler du rôle des adultes face à ce phénomène. Et un troisième point, c'est comment aider son enfant à dépasser et à se sortir du harcèlement. Alors, une fois qu'on aura traité cette première partie, on fera une pause où on répondra à vos questions. Bien sûr, les questions, c'est des questions d'ordre général, pas de questions personnelles. Je tiens à le préciser. Voilà. Après, si on a du temps, on traitera le cyberharcèlement et le sexting, qui sont aussi deux points que l'on aimerait bien partager avec vous. Voilà, on passe d'abord à la question de qu'est-ce que le harcèlement. Alors, le harcèlement, d'après la définition canonique, hein, c'est d'une part, je pense que vous le savez, la répétition d'actions négatives, c'est la disproportion des forces et c'est l'incapacité pour la cible des brimades, hein, l'élève qui est victime des brimades, de se défendre par lui-même. Alors, ces trois éléments qui sont tout à fait admis de façon assez universelle pour définir le harcèlement, doivent être mis en perspective avec l'effet de groupe. Parce que si on imagine que la répétition d'actions négatives, ça veut dire que c'est toujours le même élève qui embête toujours le même élève, on passe à côté d'un grand nombre de situations de harcèlement. C'est parce qu'il y a un effet de groupe qu'il y a répétition. C'est pour l'élève cible qu'il y a répétition. En réalité, les intimidations peuvent venir d'élèves très différents. Et ces élèves-là peuvent avoir l'impression de n'avoir commis, je dirais, la petite moquerie, brimade, que sais-je, une ou deux fois, et n'ont pas l'impression que c'est très grave. Sauf qu'avec l'effet de groupe, ça peut être répété. La disproportion des forces, elle émane aussi de l'effet de groupe. Ne pensons pas que les élèves victimes sont forcément faibles, fragiles. Pas du tout. D'ailleurs, ce sont même souvent des élèves très courageux, parce que vu ce qu'ils vivent, être capable, étant donné ce qu'ils vivent, de retourner à l'école tous les jours, ça montre un courage colossal. Donc, ils sont tous sauf fragiles et faibles, et comme on les qualifie souvent, simplement, ils sont seuls face à un effet de groupe. Un groupe qui parfois est assez invisible. C'est vrai que souvent, nous, on voit que le sommet de l'iceberg. On voit un, deux élèves qui ont l'air d'embêter un autre élève. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ça, il y a les autres élèves qui assistent à la scène et qui ne font rien. Pour celui qui subit les maltraitances, constater qu'il y a des spectateurs aux brimades qui n'agissent pas, ça veut dire qu'en fait tout le monde est d'accord. Et l'effet de groupe est très puissant et ça fait perdre complètement confiance en soi. Donc cette disproportion des forces, qui conduit d'ailleurs à l'incapacité de la cible à se défendre par elle-même, provient de cet effet de groupe. Donc on ne peut vraiment pas comprendre ce qu'est le harcèlement scolaire, sans comprendre ce que d'ailleurs le grand psychologue Anatole Picasse, auquel on doit cette méthode de la préoccupation partagée, et qui est décédé le 1er novembre, on lui rend hommage, il nous a quittés le 1er novembre. C'est vraiment ce qu'il avait eu le génie de voir d'emblée. Il a appelé le harcèlement mobbing, parce que c'est vraiment ça, le harcèlement. Et nous sommes en France et dans les pays francophones, du coup, bien embêtés, parce que nous
nous avons choisi un terme, vous voyez, pas tout à fait adapté. Ce terme de harcèlement que nous avons choisi pose problème. Alors que Picasse a choisi mobbing. Mobbing, c'est le mob. Mob, c'est le groupe qui est mobilisé contre quelque chose. Hein. Picasse a tout de suite compris que c'était un effet de groupe, que les élèves, pris individuellement, pouvaient être tout à fait gentils, mais en groupe, changer de personnalité. Et ça, tous les professeurs le savent. Combien de professeurs ont face à eux une classe désagréable où les élèves se conduisent pas bien? Et quand ils les rencontrent individuellement, ces élèves sont tout à fait charmants. Mais, alors, il faut que je coupe le son là. Voilà. Mais quand ils sont tous ensemble, eh bien voilà, ils sont eux-mêmes piégés, vous voyez, par l'effet de groupe. Et ils font des choses qu'ils ne feraient pas s'ils étaient seuls. Donc, c'est vraiment l'effet de groupe qui est ce moteur, vous voyez, à tous ces comportements qu'on déplore. Alors, il y a d'autres termes qui existent, hein, qui ont été choisis dans d'autres contextes, bullying, intimidation qu'utilisent les Canadiens et les Espagnols et qu'on aime bien. On aime bien ce terme, puisqu'après tout, il est français aussi. Il montre qu'il s'agit de peur, que ces élèves finalement ont tous un peu peur. Et au sein même du groupe, c'est parce qu'ils ont chacun peur de l'autre et peur d'être la prochaine cible éventuelle qu'ils restent dans ce groupe et qu'ils restent, je dirais, avec beaucoup de prudence dans ce groupe et qu'ils ne vont pas porter assistance à l'élève cible. Vous voyez, qu'ils vont participer même parfois aux brimades parce qu'ils se tiennent au chaud dans le groupe en quelque sorte. Ils ont tous un petit peu peur. L'école, c'est quelque chose qui intimide. Hein. Donc l'intimidation, c'est aussi tout ce caractère intimidant de l'école, de cette expérience scolaire. C'est intimidant l'école parce qu'on est toujours en groupe. On est toujours sous le regard des autres, sous le regard de ses pairs. Et avec les réseaux sociaux, on est encore davantage toujours en groupe. Le groupe ne nous lâche jamais, enfin ne lâche jamais nos pauvres enfants et adolescents. Hein, moi, à mon âge, j'ai eu la chance de n'avoir pas connu ça dans ma scolarité. Mais je vois à quel point c'est compliqué pour eux. Le groupe ne les lâche pas. Voyez. Donc notre rôle, ce sera justement de les protéger de cet effet de groupe et c'est tout l'enjeu de cette méthode. Alors, le problème de ce terme harcèlement qu'on utilise nous, c'est que c'est un terme qui sert à désigner à l'origine une violence entre adultes, hein, qui existait déjà avant qu'on parle de harcèlement scolaire, hein, puisque c'est assez tardif hein, qu'on s'intéresse au harcèlement scolaire. On parlait déjà de harcèlement au travail, de harcèlement dans les couples ou de harcèlement sexuel. Vous voyez, on parlait déjà de ces choses-là qui sont des harcèlements qui concernent les adultes. Et le problème, c'est qu'en utilisant ce terme tellement fort, on plaque sur le monde des enfants et des adolescents ce que l'on sait finalement du monde des adultes, ou ce que l'on croit savoir du monde des adultes. Et notre regard va être complètement déformé par ce terme de harcèlement. On va croire qu'en face de nous, il y a des petits harceleurs qui seraient, vous voyez, comme les adultes, des pervers ou que sais-je. Et on a ce regard comme ça qui déforme la réalité parce qu'on a ce terme qui déforme la réalité, qui nous empêche de voir ce qui se passe vraiment. Ce terme est tout à fait inadapté. Vraiment, on le critique tout le temps pour qu'il y ait tout le temps ce regard critique par rapport à ce terme de harcèlement. Vous voyez bien qu'un enfant de 7 ans qui embête un camarade et avec tout un groupe qui est là, qui participe un peu aux brimades, comment peut-on parler de harcèlement entre 6 petits-enfants? Vous voyez bien que c'est gênant, ça choque. Aujourd'hui, je sais qu'on s'y est habitué, mais en soi, c'est très choquant. Dire à un parent, votre enfant harcèle, lorsqu'il a 6-7 ans, c'est pas entendable. Alors que intimide, oui, votre enfant intimide, il y a un groupe là qui intimide un enfant isolé. Ça, tout le monde peut l'entendre. Hein. Donc, c'est important, vous voyez, ça change le regard. Il faut quand même avoir en tête l'inadéquation de ce terme. Et puis, l'autre problème, si on utilise ce terme de harcèlement, c'est qu'on va se demander, et les professionnels vont se demander, mais est-ce que c'est bien du harcèlement? Un enfant dont on se moque un peu, qu'on laisse un peu de côté, donc, qui se fait un tout petit peu bousculer par les uns, puis parfois par les autres, est-ce que c'est du harcèlement? Et on ne va pas s'occuper des choses, on va attendre qu'elles deviennent graves pour s'en occuper. Le but, c'est bien de ne pas attendre que ça devienne du harcèlement pour s'en occuper, parce que quand c'est du harcèlement, on ne sait plus quoi faire. Oui, il y a eu de nombreuses études, des anciennes comme des plus récentes, et toutes ces études s'accordent à dire qu'il y a un nombre incompressible, on dirait. Il y a 10% d'élèves qui sont concernés par le harcèlement scolaire.
Quand on dit 10%, c'est quand même énorme et ça devient, on peut dire qu'il y a un réel risque, d'être intimidé, un risque. Nos enfants, en allant à l'école, ils ont un risque scolaire, un risque d'être intimidés et bien sûr aussi un risque de participer à l'intimidation parce qu'on sait que dans ces mêmes études révèlent un taux de entre 5 et 8% d'élèves qui disent avoir participé à l'intimidation. Donc, comme cible ou comme intimidateur, il y a un risque pour nos enfants. Alors, il y a une enquête faite aussi par Benoît Galland qui montre que même si ce taux de 10%, il traverse toutes les sociétés, tous les pays, elle va être différente. Cette proportion va être différente d'une classe à l'autre et ça va dépendre de la posture de l'enseignant. Ça va dépendre du climat de la classe. Plus la classe est bienveillante, plus ce risque est faible. Plus la classe où il y a du chahut, il y a de la violence il y a de l'intimidation, voilà. Le risque est beaucoup plus important et bien entendu, ça veut dire que ça donne la main aux adultes, ça donne un levier aux adultes. Un adulte peut, dans sa classe, dire il est interdit de faire des brimades, il est interdit de donner des surnoms, il est interdit d'humilier un camarade. Donc, le rôle de l'adulte ici est très important et ça nous donne de l'espoir dans le traitement de l'intimidation. Alors, on sait que, voilà, quand je vous disais tout à l'heure que j'étais inconfortable sur le terrain avec certaines formations, dans certaines formations, on nous donnait des profils d'enfants harceleurs et des profils d'enfants harcelés. Eh bien, sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a pas de profil. Un enfant, comme l'a dit tout à l'heure Marie, c'est vraiment des enfants qui sont pris au piège, des enfants qui sont des enfants tout à fait équilibrés, des enfants bien dans leur peau, mais ils ont besoin d'appartenir. Ce besoin d'appartenance, il y avait une étude américaine qui avait sondé 600 et quelques élèves et à qui on posait la question: qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'avoir de bonnes notes, d'être en bonne santé, d'avoir des copains, d'avoir une place ou être populaire. Et les mots, par ordre d'importance, ce qui était très important pour eux, c'est d'avoir une place au sein de leur groupe et d'être populaire. C'était ce qui venait en premier, avant même d'être en bonne santé. Donc, c'est pour dire que ces enfants-là ont besoin d'avoir une place dans le groupe et ils suivent le groupe. Et très souvent, moi, sur le terrain, je constatais, j'avais des élèves qui disaient: oui, madame, ça me fait mal au cœur d'intimider, mais je ne peux pas faire autrement parce que si je ne le fais pas, je pourrais être pris pour cible. Et donc, je préfère être dans le groupe des personnes qui intimident. Voilà, c'est un constat, c'est quelque chose qu'on remarque sur le terrain. Pareil pour les victimes, il n'y a pas de profil, on nous a toujours décrit la victime comme étant la personne la plus faible, celle qui a une différence visible. Oui, il y a des enfants qui sont harcelés, qui ont cette différence, mais il y a aussi des enfants qui ont des différences et qui les portent, qui ne sont pas harcelés. Il y a des premiers qui sont harcelés, des derniers des premiers qui ne sont pas harcelés. Il y a des derniers de classe qui sont harcelés, des derniers de classe qui ne sont pas harcelés. Ça nous amène à dire qu'il n'y a pas de profil. Et c'est vraiment, mettre des profils, c'est un obstacle au traitement de l'intimidation scolaire. Et comme le disait Marie, ça pourrait être n'importe quel enfant qui se trouve dans une situation de vulnérabilité, de fragilité. Donc, nous, les adultes, il est important qu'on arrête d'imaginer des profils et de dire que l'on s'intéresse plutôt aux interactions et au contexte. Pardon. Alors,
Je vais vous parler de l'escalade symétrique qui nous vient, c'est une notion de Gregory Bateson qu'on trouve dans son livre Vers une écologie de l'esprit. Cette escalade symétrique, c'est la relation entre deux enfants, deux pôles, où un enfant, par exemple, il va insulter l'autre enfant et l'autre va riposter. Et ça va être, il riposte et l'autre va mettre une couche supplémentaire et ça va aller, ça va partir en escalade, mais il n'y a pas de disproportion des forces. Ça va amener à de la violence. Ce sont les disputes, c'est ce qu'on voit en général dans les cours d'école et c'est à distinguer de l'escalade complémentaire. Parce que dans l'escalade symétrique, ça donne, il y a des fois des confusions des parents, des enfants, des adultes qui voient des disputes et qui confondent ça avec du harcèlement. Dans l'escalade complémentaire, c'est en général deux enfants ou deux pôles, deux groupes, ou un enfant et un groupe d'enfants qui vont partir dans une escalade. L'enfant va faire quelque chose et il va embêté, attaqué par un autre enfant, et la cible va penser qu'en étant un peu plus gentil, un peu plus sympa, que l'autre va arrêter ses brimades ou ses insultes ou ses remarques. Mais malheureusement, ça et ça reprend de plus belle. Et l'enfant qui a été cible pense qu'il n'en a pas fait assez. Et il va encore se soumettre, il va encore baisser un peu plus la tête, on va dire, et l'autre va aller vers quelque chose de plus violent encore. Et je vais vous donner des exemples. Il y a, par exemple, un enfant ça arrive souvent quand un enfant quand il veut s'intégrer dans un groupe. Ça va être un enfant qui n'arrive pas à avoir des copains, il va essayer de se faire des copains et il va être rejeté. Et plus il va être rejeté, plus il va avoir, il va se trouver bien sûr maladroit, il va plus savoir gérer cette situation. Et à ce moment-là, le groupe va encore plus le rejeter parce qu'il est maladroit. Et plus il est rejeté, plus il va s'accrocher. Et donc, on peut aller dans une escalade complémentaire jusqu'à ce que… Et dans l'escalade complémentaire, il faut comprendre que les forces ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, il y en a un qui se soumet et les autres, un autre ou les autres vont prendre plus de pouvoir. Et jusqu'au moment où l'enfant qui est cible n'a plus de ressources et il se trouve en grande difficulté. Alors, on va parler du rôle le rôle joué par les adultes. Marie? Marie? Ouais, je vais passer les deux. Merci. Voilà, on parle du rôle… J'avais le bandeau qui avait bougé et je n'arrivais plus à mettre le son. Alors, le rôle joué par les adultes, ça c'est absolument fondamental. Parce que comme a bien dit Amal, les enfants sont pris dans un piège. Les enfants sont pris dans des cercles vicieux dont ils n'arrivent plus à sortir, je dirais, ni les uns ni les autres. Et ils ont besoin que les adultes jouent un rôle. Vous voyez, ce piège, finalement, on l'a représenté ici un peu comme des sables mouvants. On a l'impression que finalement, pour les élèves cibles, les situations d'intimidation, de harcèlement, sont des situations qui, comme dans les sables mouvants, quand on tombe dedans, quoi qu'on fasse, on s'enfonce un peu davantage. Et c'est un peu le sentiment qu'ont ces enfants-là, qui essayent de faire toutes sortes de choses, comme a très bien décrit Amal. Ils essayent de s'en sortir, soit en étant super gentils, soit parfois, il y en a qui choisissent d'autres stratégies, d'ailleurs, qui vont même se montrer un peu
peu bagarreurs, que sais-je, mais ça peut se retourner aussi contre eux, pour peu qu'il y ait vous voyez, avec l'effet de groupe et que ce soit pas bien pris. Donc, très souvent, ces élèves ont le sentiment que quoi qu'ils fassent, ils s'enfoncent davantage. Et c'est là où c'est absolument fondamental que les adultes tendent une main secourante à cet enfant qui en a besoin pour reprendre pied. L'adulte, lui, doit vraiment incarner des valeurs. C'est pas juste avoir une posture, c'est pas juste, j'essaie de couper le son des participants, c'est comme ça que j'avais sans le vouloir, déplacer mon bandeau parce que j'essayais de couper le son des participants. L'adulte doit vraiment incarner les valeurs, des valeurs d'empathie, des valeurs de préoccupation pour celui qui ne va pas bien, des valeurs voyez, comme Amal disait, le professeur en classe, il ne doit pas juste dire qu'on ne fait pas ci ou ça, il doit vraiment lui-même incarner cet interdit, incarner ses valeurs, lui-même ne jamais dévaloriser un élève devant ses camarades, ne jamais le mettre, vous voyez, dans une situation embarrassante, parce que sinon, ce n'est pas cohérent ensuite de demander aux élèves d'être empathiques les uns envers les autres. Voyez, donc, c'est vraiment extrêmement important. Toute la méthode de la préoccupation partagée dont on va vous parler ne peut exister que si elle repose sur un socle de valeurs qui sont celles du respect, du souci, de la préoccupation pour ceux qui ne vont pas bien, d'une forme de délicatesse dans la communication aussi, qui protège chacun, et du respect pour les élèves cibles comme pour les élèves intimidateurs, puisque comme l'a dit Amal, il n'y a pas de profil et les élèves intimidateurs sont également pris dans un piège, bien qu'ils se comportent mal. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes et il faut qu'on arrive à les sortir de ce piège. Donc, il faut avoir envers eux une démarche éducative. C'est le but de cette méthode. Et donc, on va voir. C'est une méthode qui est une approche éthique et éducative avant tout. Les intimidateurs sont donc considérés comme des enfants ou des jeunes gens qui sont en fait en formation. Ce sont des élèves qui sont susceptibles de progrès, comme tous les élèves. On ne considère pas, et ça nous vient vraiment d'Anatole Picasse, on ne considère pas qu'ils agissent de façon intentionnelle, mais qu'ils sont pris dans un processus qui leur échappe, dans un piège. Et c'est pourquoi, avec les élèves, ceux qui prennent part au harcèlement, ceux qu'on va qualifier de harceleurs, on va procéder par des entretiens individuels qui vont permettre de casser la logique de groupe. Vous voyez, le groupe absorbe les individus et les empêche d'avoir des comportements adaptés, bienveillants, éthiques. Par des entretiens individuels, on va réindividualiser l'élève, on va lui permettre de sentir que grâce à nous, grâce à l'adulte qui est là, il va pouvoir prendre appui sur l'adulte et s'extraire de cet effet de groupe et revenir à des comportements qui en réalité lui conviendront mieux. On va faire naître chez ces élèves-là une préoccupation pour celui qui ne va pas bien. Et on la fait naître parce qu'on la ressent nous-mêmes, parce qu'on la porte nous-mêmes avec une grande authenticité. C'est notre authenticité qui va faire que l'élève va nous rejoindre dans cette préoccupation. Vous voyez, on ne joue pas la comédie, hein. On est réellement concerné. Et une fois que cette préoccupation a été partagée, on va responsabiliser ces élèves, on va leur demander de nous venir en aide pour améliorer la situation de leurs camarades. Donc, loin de les accuser, loin de les blâmer, on va les engager à sortir la tête haute, je dirais, de la situation, ce qui est la meilleure manière, selon Anatole Picasse, de sortir du conflit et du problème de manière durable. C'est vraiment, il avait une vision, vous voyez, assez diplomatique de la résolution de ces situations. Alors, cette méthode implique une équipe par établissement. Cette méthode doit être portée par une équipe pluridisciplinaire, hein. Ce sont des professeurs, ce sont des personnels de vie scolaire, c'est la direction, ce sont des personnels médicaux, sociaux, infirmières, assistantes sociales, tout personnel, même personnel de cantine, personnel d'accueil, tout personnel volontaire, intéressé, peut faire partie de l'équipe. Et plus il y a des personnels de métiers différents, plus c'est intéressant. Et ces personnels vont un peu se spécialiser selon le métier qu'ils ont, selon la disponibilité qu'ils ont, selon aussi le choix qu'ils font, soit pour mener les entretiens avec les élèves intimidateurs, soit pour être davantage dans l'accompagnement de l'élève victime et de sa famille, hein, l'élève cible et sa famille, qui ont besoin d'un soutien bien spécifique. Il faut que cette équipe ait une bonne coordination, donc il faut qu'il y ait un coordinateur
Il faut évidemment le soutien de la direction, c'est absolument essentiel, hein, comme toujours, dans tout ce qu'on fait de toute façon. Il faut qu'il y ait derrière tout ça un protocole bien écrit. Les choses doivent être bien mises noir sur blanc, on doit savoir ce qu'on fait, tout le monde doit avoir une sorte de ligne bien claire qui doit être rédigée. Une évaluation, combien de situations on a traitées à la fin de l'année, combien ont échoué, combien ont réussi. On doit pouvoir évaluer ce qu'on fait, évaluer son travail, évaluer la méthode. Et puis, c'est essentiel d'avoir une présentation aux élèves et aux parents d'élèves. Aux parents d'élèves, ben, là, on présente aux parents d'élèves. Aux élèves, c'est important qu'ils sachent que l'équipe va exister. On n'appellera pas cette équipe anti-harcèlement, on l'appellera plutôt équipe bien-être. Que les élèves sachent que dans l'école, il y a une équipe bien-être. Des professeurs, des personnels qui ont décidé de s'engager dans un travail sur le bien-être des élèves et que s'il y a des élèves qui ne sont pas bien, ils peuvent aller les voir. Et ils connaissent les membres de l'équipe, ces personnes passent en classe, se présentent, discutent avec les élèves de ce que c'est que le harcèlement, les font parler, tissent une relation de confiance avec eux. Et ça crée un nouveau climat de sécurité pour les élèves. C'est quelque chose qui favorise énormément ensuite le travail de l'équipe. Également, les élèves vont comprendre pourquoi aussi on les sollicite pour ces fameux entretiens. Ils comprendront qu'on ne les sollicite pas pour les punir, puisque c'est une méthode donc non blâmante. Alors, je précise tout de suite que Anatole Picasse a souhaité une méthode non blâmante, mais que cette méthode a ses limites. Dès qu'il y a un acte qui tombe sous le coup de la sanction, parce que tout naturellement il tombe sous le coup de la sanction, bien sûr, il doit être sanctionné. Mais vous voyez bien que, puisque c'est un effet de groupe, on ne pourra jamais sanctionner tout le monde. Imaginons qu'il y ait une personne qui soit sanctionnée. Qu'est-ce qui se passe avec le reste du groupe qui finalement a participé aux brimades ou a laissé faire ou se retrouve un peu complice et qui très souvent, lorsqu'il y a sanction, va, au lieu d'être solidaire avec la victime, va être solidaire avec celui qui est sanctionné. Qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe? Donc, vous voyez, cette méthode non blâmante a tout son intérêt pour toutes ces situations ou alors ces élèves qu'on ne peut pas sanctionner, qui ne tombent pas sous le coup de la sanction, mais dont il faut bien s'occuper pour qu'ils changent de posture et qu'ils viennent en soutien et en bienveillance envers l'élève cible. Parce que la sanction, elle pose de vrais problèmes. Hein. Picasse s'est bien rendu compte, le créateur de la méthode, qu'elle pose de vrais problèmes. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle ne va pas, vous voyez, créer plutôt des représailles en coalisant le groupe contre la cible? Donc, il ne faut pas l'utiliser dans toutes les situations. Évidemment, quand on peut éviter les sanctions, il vaut mieux. Et puis, qui va-t-on punir? C'est un groupe. On ne punit jamais que des individus et jamais des groupes. Hein. On n'a pas le droit de punir des groupes, c'est illégal. Enfin, ça n'existe pas. Et puis, quelle est la sanction la plus adaptée? Ça, c'est un souci, évidemment, classique. L'intérêt d'une approche non blâmante pour les intimidateurs, c'est qu'on ne va pas rajouter de la peur à la peur. Vous voyez, on parle d'intimidation scolaire, pas de harcèlement, comme vous l'avez compris, enfin, même si on emploie les deux mots, parce qu'on est bien obligé de garder ce terme de harcèlement, mais on préfère parler d'intimidation. Et dans ce terme d'intimidation, il y a l'idée de peur qu'on entend. Hein, il y a ce sème de la peur. Pourquoi les élèves se coalisent-ils en groupe? Pourquoi sont-ils prisonniers de ces effets de groupe? Comme nous l'a dit Amal, c'est parce qu'ils ont peur. Ils sont intimidés, ils ont peur de se différencier du groupe. L'école intimide, les groupes intimident. Et si on rajoute, nous, de la peur à la peur, ils vont tout simplement se réfugier encore davantage dans le groupe de pairs. Et ils vont échapper, d'une certaine manière, à notre autorité. Donc, on va éviter ça, vous voyez, par une approche non blâmante. On va aussi faciliter la recherche de suggestions, puisqu'ils ne vont pas se braquer. Ils ne se sentiront pas menacés, ils se sentiront pris comme des témoins. On va les traiter comme des témoins de la situation et pas comme des coupables. On va les prendre à témoin qu'un élève ne va pas bien. Vous voyez, dans ces entretiens, on les prend à témoin qu'un camarade ne va pas bien. Donc, on les traite comme des témoins. Un témoin n'a pas de raison de se braquer, de dire « moi, j'ai rien fait, non, non, il va très bien ». Il n'a pas de raison, il n'est pas menacé. Donc, ça va être plus facile de solliciter sa participation pour résoudre le problème. Et ça marche très bien comme ça. Et puis, quand on a fait l'économie des sanctions et qu'on se rend compte, parfois ça arrive, malheureusement, ça peut arriver, c'est rare, mais que l'approche non blâmante n'a pas suffi, on se rend compte qu'il y a un élève parmi tous ceux qu'on a vus qui ne peut pas s'empêcher de continuer, et que c'est de plus en plus évident, mais il se retrouve un peu isolé, on est d'autant plus légitime un moment pour dire, bon,
On a vraiment travaillé de manière très diplomatique. Maintenant, si tu ne joues pas le jeu, on va devoir sanctionner, vous voyez, effectivement. Mais on se donne le temps, on se donne une possibilité pour l'élève qu'il puisse, je dirais, évoluer. Pour les cibles, ça a aussi un grand intérêt de ne pas avoir une approche blâmante quant aux utilisateurs. Ça évite que la cible subisse des représailles, pardon. J'ai prévu le verre d'eau. On a parlé des représailles, donc évidemment, ça évite ça à la cible. Ça évite aussi, peut-être Amal, je vais te laisser la parole, le temps que je reprenne mon souffle. Alors, bien sûr, quand on ne punit pas, le groupe ne va pas se retrouver fédéré et donc ils ne vont pas aller dans les représailles. Comme l'a dit Marie, on va plutôt aller dans la recherche de solutions. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cible qui viennent vers vous pour dire je veux que les autres soient punis. En général, ce que dit la cible, je veux que ça cesse. Je veux que ça s'arrête, point, c'est tout. Et vraiment, le fait d'être sur une approche non blâmante, comme l'a dit Marie, ça permet à tout un chacun de sortir la tête haute de cette situation. Tu veux reprendre la main? Vas-y. Ça va mieux, ça y est, merci beaucoup, Amal. L'intérêt aussi pour les cibles, c'est que lorsqu'il n'y a pas de sanction, on évite de figer définitivement la relation comme conflictuelle, voyez. Or, les enfants harcelés ont parfois très envie en réalité d'être amis avec certains qui sont dans le groupe de harceleurs et harceleurs. D'ailleurs, vous savez, vous avez des meilleurs amis qui deviennent votre meilleur harceleur. Et puis, il y a des enfants qui vivent des situations de harcèlement et puis quelques années après, ils deviennent les meilleurs amis. Ça arrive. C'est important pour les enfants. Ils vont quand même vivre longtemps ensemble, ces enfants. Ils vont vivre de nombreuses années en se côtoyant. Donc, ne pas figer la relation comme définitivement conflictuelle, leur laisser une chance d'évoluer. En ne mettant pas, vous voyez, les étiquettes, victime, harceleur, la sanction a tendance à figer, à pas beaucoup de monde, qualifier. Pas beaucoup de monde. Donc, pas beaucoup de monde. Pourquoi je 30. L'inconvénient des sanctions, c'est ça. Et encore une fois, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut renoncer aux sanctions lorsqu'elles s'imposent. Dès qu'il y a un acte, je dirais, pénalisable, des coups, du racket, des situations de cyberharcèlement violentes, hein, comme on en voit avec le sexting, le flamming, que sais-je, évidemment, on ne pourra pas se passer de sanctions. Hein, sinon, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordre. Mais la sanction, vous voyez, ne résout pas le problème de l'élève cible, en fait. Elle ne résout pas son problème. Elle sert juste à poser une limite, à dire là, la ligne rouge a été dépassée, c'est absolument fondamental de le signaler, c'est absolument fondamental de le marquer. On ne va pas accepter sans sanction certains comportements qui transgressent cette ligne rouge. Mais sachons que quand on a sanctionné, on n'a pas résolu le problème de l'élève cible. On a même peut-être créé un nouveau problème. Donc, de toute façon, il va falloir le soutenir davantage et de toute façon, il va falloir travailler avec les autres élèves qui sont autour de lui pour s'assurer qu'il se montre bienveillant à son égard. Hein. L'avantage, quand on peut éviter les sanctions, c'est que finalement, la cible, ne recevant pas, vous voyez, cette étiquette de victime, hein, qui d'ailleurs leur déplaise beaucoup, ils n'aiment pas du tout être traités de victime, va pouvoir plus facilement, une fois que la situation, les brimades se seront arrêtées, elle-même mobiliser ses compétences, elle-même être accompagnée pour retrouver peut-être un certain confort, une certaine habileté dans la relation, parce qu'elle aura retrouvé confiance, les brimades ayant cessé, ayant reçu un accompagnement extrêmement bienveillant, elle se sentira sécurisée et ça l'aidera, vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de sanction, à pouvoir retrouver justement, se réintégrer, je dirais, dans le groupe de façon plus facile. Continuons. On arrive à un chapitre important puisque vous êtes des parents, hein, vous êtes des parents d'élèves, que Amal va vous présenter. Comment pouvez-vous aider votre enfant? Bien entendu, c'est le chapitre qu'attendent aussi les parents.
une fois qu'on sait tout cela, comment allons-nous repérer et comment allons-nous savoir que notre enfant vit une situation de harcèlement ou d'intimidation, alors que la plus grande difficulté de l'enfant, c'est de parler. La cible, elle se vautre dans un silence qui ne lui permet pas de parler. Alors bien sûr, il est important qu'on comprenne qu'est-ce qui amène les enfants, les cibles à se taire. Tout d'abord, comme l'a dit tout à l'heure Marie, c'est la peur des représailles. Elle est très présente, cette peur. Ils ont déjà vu des enfants qui ont parlé et ce qu'ils ont récolté, ou bien c'est, voilà, ils savent très bien que c'est quelque chose qui ne va pas. Le fait de parler, ils pensent que les adultes vont aller directement vers la sanction et ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils voudraient juste trouver un espace où parler, repérer des adultes pour parler tranquillement, sereinement, sans qu'il y ait de la punition en face. Alors, bien sûr, un autre point, une autre chose qui empêche les enfants de parler, les victimes de parler, c'est que les brimades, l'intimidation vient d'élèves, d'enfants de leur âge. Et à ce moment-là, ils ont un petit peu honte, ils sont un peu, ils comprennent pas que les autres arrivent et que eux, avec le même âge, la même situation, des résultats scolaires peut-être égaux, ils n'arrivent pas à se sortir tout seuls d'une situation d'intimidation. Ils sont Alors, on va demander au micro de fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, ils ont peur de passer pour des êtres faibles, des êtres pas capables de se défendre par elles-mêmes. Donc, voilà, il y a cette honte aussi, parce que très souvent, on colle les étiquettes de victimes, d'enfants incapables de se défendre. La crainte aussi de ne pas être pris au sérieux. Parce qu'un enfant qui va se plaindre parce qu'on l'appelle lunette, et il a entendu ça 20 fois par jour, 30 fois par jour, pour lui c'est pesant. Mais quand il vient dire on m'a traité de lunette, bon ben ça va, c'est rien, tu penses que c'est de l'intimidation, alors que comme l'a dit Marie au départ, hein, si on prend le harcèlement comme si on plaque le mot harcèlement, ce qui se passe entre adultes à ce qui se passe dans le monde des enfants, donc l'adulte ne peut pas comprendre et ne peut pas prendre la parole de l'enfant pour ce qu'elle vaut. Donc, les enfants, de peur de ne pas être pris au sérieux, préfèrent se taire. Bien entendu, même quand la relation est très bonne avec les parents, les enfants n'arrivent pas tellement à en parler aux parents et craignent même d'en parler au sein de l'établissement, de peur que l'établissement alerte les parents, parce que tout simplement, ils ont peur de faire de la peine aux parents. Et les enfants, vraiment, ils protègent leurs parents de la souffrance. Ils se disent, bon, ben, je vais m'en sortir tout seul, je vais me débrouiller tout seul et je n'aurai pas besoin de les affoler. Donc ça, ce sont les raisons qui empêchent un enfant de parler. Quelles sont les conséquences pour la cible? C'est ce qu'on voit en général. Il y a des conséquences psychologiques, mais aussi des conséquences scolaires. On voit des résultats scolaires chuter parce que tout simplement, l'enfant, il n'est plus disponible pour les apprentissages. Il est tellement embêté, il est tellement tracassé par ce qui se passe en classe ou à l'école qu'il n'est plus capable de suivre comme tout le monde les cours. Et bien sûr, ça peut arriver de perdre carrément le goût de travailler. Des fois, ça va jusqu'à l'absentéisme. Les enfants commencent à avoir mal au ventre. J'ai pas envie d'aller à l'école. Il y en a qui arrivent devant la porte de l'école et qui ne rentrent pas. Et bien entendu, ça va se ressentir dans les résultats scolaires. Et c'est une spirale des fois infernale. Et si bien sûr, il n'y a pas un adulte qui vient tendre la main,
l'enfant tout seul ne va pas s'en sortir. Les conséquences psychologiques, on le sait, ça touche à l'estime de soi. Un enfant qui ne se sent pas capable de se défendre par lui-même, de voir d'autres enfants vivre leur vie tranquillement et eux, ils subissent de l'intimidation ou du harcèlement, c'est vraiment très, très douloureux sur le plan de l'estime de soi. Des enfants qui arrivent jusqu'à la dépression, et on sait très bien que sur le long terme, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui montrent que le risque suicidaire peut être multiplié par 4 pour les enfants qui ont subi longtemps du harcèlement. Alors, ce qui fait réellement souffrir les enfants, c'est bien sûr les brimades des intimidateurs, mais aussi la réaction de l'entourage. Bien sûr, le silence, comme a dit tout à l'heure Marie, pour eux, les enseignants, les adultes qui sont là, ils voient, mais ils ne réagissent pas. Donc, pour eux, ils sont du côté de l'intimidateur. Et même les personnes qui parlent ou qui viennent pour les consoler ou bien les soutenir, très souvent, on leur dit des phrases que l'enfant n'est pas en mesure d'entendre, comme « défends-toi ». Ne te laisse pas faire, alors que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un enfant qui se trouve piégé, qui se trouve pris dans le piège de l'intimidation. Il devient incapable de se défendre par lui-même et on lui dit « défends-toi, ne te laisse pas faire ». On l'enfonce encore plus, on lui montre qu'il est encore plus incapable de se défendre par lui-même. Donc, c'est vraiment le genre de phrase qu'il est important de ne pas dire et là, j'ai quelques exemples, vous avez quelques exemples de phrases à ne pas dire, ne le prends pas mal, peut-être que tu devrais faire quelques efforts pour t'intégrer. Vraiment, ce sont des phrases à éviter quand un enfant vient se plaindre, quand il a le courage de parler de sa souffrance, quand il a le courage de sortir de son silence, eh ben, ce ne sont pas ces phrases-là qu'il a envie d'entendre. Alors, les deux écueils, c'est bien sûr, comme on le disait, c'est nier ou minimiser la souffrance de l'enfant, dire « oh, bah, c'est rien, tu vas voir, tu vas t'en sortir, ça va passer, laisse couler ». Non, l'enfant a besoin d'une main d'un adulte qui va le sortir de là, parce que lui-même, tout seul, il n'arrive pas à s'en sortir ici et maintenant. Après, on verra ce qu'on pourrait faire pour l'aider à s'en sortir par lui-même. Bien sûr, on ne peut pas lui faire des reproches. « Oh, mais tu gémis trop, tu te plains trop », parce que c'est sa souffrance et il est obligé. Nous sommes là, les adultes, nous avons à l'écouter, à connecter avec lui. On verra de quelle manière on pourrait le faire. Considérer, bien sûr, porter ce regard sur lui qu'il est fragile, que c'est une victime potentielle, qu'il a des problèmes psychologiques. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On oriente l'enfant vers un psy, vers un professionnel. Et bien sûr, il y a des fois où c'est indispensable, c'est important, mais l'enfant, il a besoin d'être outillé, d'être protégé pour trouver ses ressources, pour pouvoir se défendre dans cet environnement-là, dans l'environnement scolaire. Alors, il y a vraiment besoin, comme l'a dit tout à l'heure Marie, il y a besoin d'un soutien et que ce soutien soit efficace, que l'on soit là à écouter l'enfant, on connecte avec lui, on va l'écouter sans lui donner de conseils. Bien sûr, par la suite, on pourrait lui proposer des choses, mais dans un premier temps, qu'il comprenne qu'on est là pour lui, qu'on le rejoint dans sa souffrance, qu'on le rejoint dans sa douleur et qu'il le sente, qu'il sente vraiment qu'il peut compter sur nous, qu'on respecte entièrement son point de vue. On peut voir que sa souffrance, peut-être qu'être appelé lunette, pour nous, c'est rien, mais pour lui, qu'on puisse comprendre que c'est quelque chose qui lui pèse, c'est son ressenti et on l'accepte. Et bien entendu, c'est lui qui va être au centre de la recherche de solutions. Parce que l'enfant qui se trouve dans ces situations-là, c'est pas parce qu'il ne sait pas comment faire, mais c'est qu'il n'a pas la force nécessaire, il est fragilisé
par une situation, il a besoin d'un soutien pour mobiliser ses ressources, comme l'a dit tout à l'heure Marie, et il va trouver par lui-même les solutions. Il va se sentir légitime. Alors, pour cela, le mot, vraiment, c'est un mot qui est très fort pour nous, créer une relation d'alliance avec l'enfant, c'est vraiment l'accepter comme il est, dans sa souffrance, lui offrir un cadre sécurisant, c'est-à-dire être un adulte fiable pour lui, capable d'entendre sans être choqué, d'accepter ce qui vient dans une séance, parce que quand on est parent, bien sûr, c'est ce qu'on pourrait faire, bien sûr, c'est compliqué quand on est parent d'entendre la souffrance de son enfant et de garder de la distance. Mais c'est vraiment ce qui aide l'enfant, c'est de savoir que ses parents ou l'adulte qui reçoit sa souffrance n'est pas déstabilisé par cette souffrance. Il est important de lui montrer notre empathie, de lui faire, de reformuler, de le rejoindre, de lui dire, de reformuler pour lui dire ce que nous avons entendu dans ce qu'il nous dit. Vraiment, les conseils, ne pas donner, parce que c'est vraiment la chose la plus, c'est ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, et c'est vers ça qu'on se lance tout de suite. On laisse ça pour la fin peut-être, si lui il est demandeur de conseils, on peut lui proposer des solutions, mais d'abord lui, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place, qu'est-ce qu'il a testé, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont les solutions qui pourraient marcher, parce qu'en général il sait, mais on pourrait l'aider à répéter, à s'entraîner à la maison ou avec l'adulte qui va le prendre en charge dans l'établissement scolaire, pour qu'il soit fort quand il va se retrouver, il va remobiliser ses ressources et il va se sentir beaucoup plus fort au moment où il va au groupe. Donc la reformulation, le respect, bien sûr, la confidentialité, que ce soit en tant que parent ou les adultes de l'établissement scolaire, c'est un élément important dans la relation de confiance et d'alliance avec l'enfant. Il n'est pas question de répéter ou de dire ce que l'enfant nous a confié, à moins que l'on demande de l'autorisation à l'enfant, à moins que l'enfant nous dise « oui, tu peux en parler ». Mais pas question, parce que des fois, ils nous disent « ne va pas à l'école, n'en parle pas ». Il faut respecter cette décision. Et pareil, si à l'école, il dit à l'adulte « n'en parlez pas à mes parents », il est important de garder cette confidentialité. Donc, la relation d'alliance, elle implique de rejoindre l'enfant là où il est et lui permettre de ne plus se sentir seul, de lui dire « je suis à tes côtés, je te soutiens, je suis avec toi ». Donc, et c'est ce qui va permettre à l'enfant de mobiliser ses ressources et de trouver ses solutions. Alors, c'est une technique, l'alliance. Pardon, c'est une technique, c'est tout sauf une technique. C'est une éthique et pas une technique, justement. C'est vraiment porter des valeurs, comme l'a dit tout à l'heure Marie, et porter cette attention à l'autre, être dans cette bienveillance et avoir le souci de chaque enfant, d'incarner cette préoccupation pour celui ou celle qui ne va pas bien. Donc ça, c'est vraiment ça la méthode de la préoccupation partagée, qui est basée aussi sur cette alliance, et bien sûr adopter une posture éducative à l'égard des intimidateurs, parce que c'est comme ça qu'on va permettre à l'enfant cible et aux intimidateurs de continuer à grandir ensemble, comme l'a dit Marie, parce qu'ils sont dans un établissement scolaire, quand ça arrive en 6e, ils sont amenés à vivre ensemble jusqu'en terminale et des fois même plus. Donc, autant retrouver une relation où chacun pourrait, des fois, ils redeviennent même amis, mais c'est pas ce qu'on va chercher, mais ils pourraient vivre les uns avec les autres sans que, bien entendu,
qui se respectent, qui continuent à vivre dans le respect mutuel. Voilà. Donc, voilà. nous allons passer, la première partie est terminée, donc on va passer aux questions. Je rajoute juste mon petit grain de sel dans ta conclusion, où toute, je suis d'accord avec tout, et je voulais juste peut-être pour synthétiser un peu ce qu'on vous a exposé, c'est vraiment les deux manières de se positionner face à d'une part aux élèves intimidateurs, d'autre part à l'élève cible. On a beaucoup insisté sur l'élève victime, l'élève cible, puisque c'est quand même important pour des parents d'élèves. Mais vous voyez, l'élève intimidateur, les élèves, il faut quand même savoir que les enfants harceleurs, ce n'est pas les enfants des autres. Ce sont tous les enfants, ce sont nos enfants. Moi, je pense qu'au cours d'une scolarité qui est très longue, ça dure 15 ans, chaque enfant va passer par un peu tous les rôles, parfois de façon totalement invisible aux yeux des adultes, parfois de façon tellement fugitive qu'il n'en sortira pas vraiment meurtri et pas vraiment marqué, mais tout enfant sentira à un moment que là, ça pourrait tout à coup tourner à la moquerie contre lui, donc il va réussir à esquiver, mais il va sentir, ou alors il va rigoler un peu avec les autres contre un autre élève. Vous voyez, ils vont tous vivre ces situations, ils vont tous vivre ça. Ce sont nos enfants vivent tous ces comportements. Et tout l'intérêt de cette manière de travailler, c'est de remettre, d'incarner à leurs yeux l'empathie pour chacun d'entre eux, au sens où quand l'un d'entre eux se trouve fragilisé à un moment, eh bien on est automatiquement préoccupé, empathique, soucieux. On ne fait pas comme si ce n'était pas grave. On ne fait pas comme si ça n'avait pas d'importance qu'il y a un enfant qui souffre. L'adulte ne fait jamais comme si ce n'était pas important. Un enfant qui souffre, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable dans ma logique et mon éthique d'adulte. Donc je vais le manifester, je vais m'exprimer, je vais dire « Oh, ton camarade ne va pas bien, t'as remarqué ?» Avec les petits, ça marche très bien. Avec les petits-enfants, « Oh, ton copain, il a l'air triste, regarde, il a l'air triste, qu'est-ce que t'en penses ?» Ah, bah, tout de suite, tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Ah, bah, tout de suite, ils vont faire quelque chose, vous voyez? Au lieu de leur dire, bah, c'est pas bien ce que tu fais, regarde, et culpabiliser, ce qui fait que l'enfant se rebiffe, vous voyez? Donc, c'est une méthode qui a vraiment une vocation éducative, qui va vraiment prendre au sérieux la souffrance de l'enfant. C'est pour ça que tout ce soutien dans l'Alliance est efficace, parce qu'on prend vraiment au sérieux ce qu'il est, ce qu'il voit, ce qu'il vit. Et du côté des élèves intimidateurs, on les prend au sérieux aussi, on les regarde comme compétents, comme capables finalement de grandir et de devenir meilleurs. C'est un peu pour synthétiser l'état d'esprit général. Et puis, on va prendre maintenant vos questions, effectivement. Je vois qu'il y en a qui s'affichent, mais vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole. Alors, peut-être que... Il y a une première question. C'est quoi la question, pardon? Qu'entendez-vous par posture éducative envers l'enfant intimidateur? Eh bien, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, au lieu d'avoir... Voilà, l'éducation, c'est une question d'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas la même chose que le pouvoir coercitif. Le pouvoir coercitif, c'est ce qui permet de soumettre l'autre par la sanction, par la punition, vous voyez, et ça le fait redescendre. C'est une manière de faire obéir. Et dans un établissement scolaire, ça existe. Un chef d'établissement a le pouvoir de sanction. Et c'est très important, comme je vous le disais, la sanction ne doit surtout pas disparaître. D'ailleurs, une méthode non blâmante n'a de sens que parce que la sanction existe par ailleurs. Mais ce pouvoir coercitif, vous voyez, qui fait redescendre, qui rabaisse quand même, qui fait subir quelque chose, ça n'est pas exactement l'autorité. L'autorité, c'est encore autre chose. L'autorité, c'est faire autorité. Ma parole, ma posture, ma vision du monde s'impose à toi. Elle fait autorité. Et dans ces entretiens qu'on mène avec les intimidateurs, où on ne les menace pas, où on ne les sanctionne pas, mais où on impose notre point de vue parce qu'on leur fait confiance pour le rejoindre, parce qu'on leur montre que, bon, il y a toute une technique derrière, mais on leur montre qu'on attend d'eux qu'ils nous rejoignent dans cette préoccupation. L'autorité, c'est attendre de l'autre qu'il s'élève jusqu'à nous. Et c'est une attitude qui fait grandir. L'autorité vient de augere, qui veut dire en latin faire croître. C'est faire grandir. J'attends de toi que tu te montres meilleur, mais j'ai confiance en toi pour cela. Donc c'est une démarche très éducative qui permet de, comme disait Picasse, de permettre à l'enfant de sortir la tête haute de ces comportements dans lesquels il a été piégé
et de montrer le meilleur de lui-même, en rejoignant la préoccupation de l'adulte, en faisant des propositions bienveillantes et finalement en changeant de posture. Vous voyez, c'est ça, c'est une attitude éducative, une méthode éducative qu'on emploie. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que l'expérience du terrain, toi, tu as parlé, Marie, des petits, moi j'ai eu des ados du collège et du lycée, et honnêtement, tous les enfants, tous les ados, tous les jeunes qui se trouvaient dans cette situation de harcèlement, ben, quand ils venaient nous voir, quand ils venaient me voir, parce que soit c'est parce que ils ont été indiqués, signalés par les camarades, voilà. Et quand ils arrivent chez moi pour qu'on traite la situation, eh ben, ils sont dans une posture, à la limite, ils ont envie de sortir de là. Mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la capacité à faire face à tout ce groupe, comme l'a dit tout à l'heure Marie. Et donc, quand on est dans cette préoccupation partagée, quand on sollicite la recherche de solutions, parce que dans cette méthode, on va aller sur des recherches de solutions. Une fois que l'enfant, les intimidateurs ont dit oui, cet enfant ne va pas bien, parce que c'est ce qu'on dit, on dit moi je m'inquiète pour ton camarade, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire, et en général, quand ils font confiance, quand ils savent qu'ils sont là pas pour être punis, mais pour trouver des solutions, eh ben, ça va très vite. Ils ont envie de se mettre dans cette recherche de solutions et ils sont créatifs. Ils vont trouver des solutions et on leur fait faire l'expérience de l'empathie, pas par la morale, mais vraiment par l'éducation, par mimétisme. Et ils ont envie de suivre la personne qui va les aider à s'en sortir. Donc vraiment, ils sortent tous gagnants de cette situation. La cible, elle va être soulagée, mais eux aussi, ils ont appris quelque chose. Ils vont apprendre des fois à éviter ces pièges. Ils vont apprendre à trouver d'autres solutions pour appartenir au groupe. Et on le voit très fort quand c'est des situations de sexting, si on a le temps d'en parler, comment est-ce que les jeunes peuvent se mettre autour des cibles et comment est-ce qu'ils peuvent les soutenir et les sortir parce qu'ils vont être dans la contribution de la recherche de solutions, dans la contribution du bien-être de cette cible. Voilà, c'est éducatif. Il y a une question qui revient plusieurs fois. Quelle classe d'âge est concernée? Toutes les classes d'âge, en fait. Alors, les grands, il n'y a pas de limite d'âge, je dirais. Il n'y a pas de limite d'âge. Moi, j'ai même fait de la préoccupation partagée avec des adultes. Hein. Quand je reçois parfois en cabinet un enfant qui va vraiment pas bien, et je me rends compte qu'en fait, de toute évidence, son enseignant ne se rend pas compte, ses enseignants ne se rendent pas compte qu'il va pas bien, parce que vous voyez, ils cachent, hein, les enfants cachent souvent leur mal-être. Et je me dis, il faut que j'en parle. Hein. Et parfois même des enseignants qui sont très durs avec l'enfant, vous voyez, quand moi je leur parle et je leur dis, merci beaucoup de m'accorder un petit moment d'entretien, j'ai besoin de votre aide parce que je suis très démunie, là je reçois un enfant qui va pas bien, je ne sais pas trop comment l'aider. Tout de suite, ces adultes qui, voyaient, n'étaient pas préoccupés, n'avaient pas remarqué que l'enfant n'allait pas bien, tout de suite, ils vont me dire mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, ça va bien se passer pour lui. Vous voyez, et la préoccupation partagée, c'est un principe très simple qu'on peut faire à tout âge. Et on a même, alors nous, on forme des professionnels donc, dans le premier degré, école primaire, collège, lycée, mais il y a une directrice d'école primaire qui a aussi des maternelles et qui a elle-même adapté la méthode au tout petit à la maternelle. Et ça marche très bien. Elle nous a montré que ça marchait très bien. Vous savez, parce qu'on n'est pas dans de la leçon de morale et on ne cherche pas à leur expliquer de la morale. Vous savez, les tout petits, ils sont trop petits pour qu'on comprenne les notions d'empathie et tout ça. Ils sont trop petits. Mais par contre, ils sont dans l'imitation. Les enfants apprennent par imitation. Le bébé déjà imite très vite. Vous voyez, l'enfant, dès son plus jeune âge, imite l'adulte. Et c'est par imitation qu'il apprend. Or, dans cette méthode, on génère ça, on génère
quand elle parle aux petits et qu'elle se montre soucieuse pour un camarade, eh ben, ils vont rejoindre ce souci par pure imitation de l'adulte. Et du coup, on a des effets très rapides, très faciles, même avec des tout petits, parce qu'on n'a pas besoin, vous voyez, que même de façon cognitive, il soit passé par les stades où se construit le sens moral, hein, parce que le sens moral, ça arrive à certains âges clés, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Et si on commence à leur expliquer des histoires de morale, d'empathie et tout, ils comprennent rien du tout. Mais par contre, ils peuvent spontanément, par pur mimétisme, rejoindre le point de vue de l'adulte et finalement, ça marche très bien avec des petits. Donc, il n'y a pas tellement de limites, je dirais, dans les classes d'âge. Entièrement d'accord avec toi, Marie. Et il y a une question qui dit, est-ce que les cours de l'empathie seraient alors c'était voilà, est-ce que en mettant des cours d'empathie dans un établissement scolaire, ça pourrait améliorer, bien sûr, tout ce qui peut améliorer le climat de la classe, le climat de l'école est le bienvenu. Quand on travaille, on l'a dit tout à l'heure, l'enquête de Benoît Galland montre bien que plus la classe le climat de classe est bienveillant, que ce soit l'enseignant ou les camarades entre eux, bien sûr, moins il y a de harcèlement. Donc, c'est clair. On le voit aussi, moi, j'en ai fait l'expérience dans l'établissement pour lequel je travaillais. Toutes les classes, à force quand on travaillait sur le vivre ensemble, sur les compétences socio-émotionnelles, eh ben, ça aidait beaucoup. Je ne vais pas dire que ça a éradiqué l'intimidation scolaire, mais ça allégeait, ça pouvait traiter plus rapidement les situations. Il y a une personne qui lève la main, je crois, depuis tout à l'heure. Donc, il faut qu'on lui donne la parole. Oh, ouais, alors moi j'ai... Donc, il faut réactiver votre micro. Bonsoir à tous, alors c'est moi. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente conférence, pour toutes ces informations. Alors, ma question s'adresserait peut-être à l'association des parents ou bien à quelqu'un de la direction, parce que vous avez parlé d'une cellule sécurisante avec une approche de préoccupation partagée, avec l'alliance, etc. Donc, il y a plein de choses qui, normalement, sont censées être mises en place pour pouvoir gérer ces situations. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens au niveau de notre école. Voilà. Alors, attendez. Bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour. Donc, c'est effectivement un process sur lequel l'école travaille en ce moment et réfléchit, notamment avec l'association Résist. C'est en cours et on espère pouvoir revenir vers vous très vite avec plus de détails. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame, pour votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en avait une autre. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main? En fait, je voyais que la personne avait levé la main, mais peut-être que dans la discussion, quelqu'un s'est manifesté. Le message? Oui. Qu'est-ce qu'il y a Quelle peut être l'influence de l'environnement scolaire, notamment les modes de communication, le langage, sur le déclenchement du harcèlement? Ah, oui, oui. Bien sûr, le mode de communication, le langage sont des facteurs reflètent la qualité des relations. S'exprimer de façon vulgaire, c'est s'exprimer de façon violente. Il y a beaucoup de vulgarité qui circule aujourd'hui entre les jeunes. Il y a sans doute et les modes de communication, s'exprimer de manière trop brève, trop lapidaire, par des messages sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Vous voyez, ces messages brefs qui ne vont pas dans la nuance, avec un vocabulaire finalement très limité. Tout ça, c'est vrai, c'est une brutalité. La communication est brutale. Et vous avez raison que on va parler donc du cyberharcèlement, les modes de communication, la cyberharcèlement, c'est un mode de communication, on ne voit même plus le visage de l'autre, on ne sait même parfois même pas son nom.
il se cache derrière un pseudonyme. Et même dans le langage verbal, c'est de notre rôle, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de toute éducation, d'apprendre aux enfants à raffiner leur langage, à, à être plus nuancés, à savoir s'exprimer avec plus de délicatesse, à renoncer à un vocabulaire trop violent pour, même si on veut critiquer quelqu'un, employer des mots peut-être plus ajustés, mesurés, une façon de s'exprimer qui ne soit pas violente, même si on... Vous voyez, apprendre à critiquer sans être violent, oui, tout ça, vous avez raison, ça joue un rôle important. Les professeurs de français ont un rôle à jouer dans cet apprentissage-là. Ça fait tout à fait partie je pense que, vous voyez, quand on parle de sensibilisation au harcèlement, eh bien, travailler sur le langage, travailler sur les niveaux de langage, travailler sur comment peut-on exprimer un désaccord sans être violent, travailler sur des très beaux textes qu'on a dans la littérature, qui montrent des confrontations, des discussions, des disputes, des disputations, mais qui se font sur un mode respectueux, élégant, pour que les enfants apprennent cet art-là. Ça fait partie, je trouve, d'une excellente sensibilisation contre le harcèlement, sans forcément parler directement du harcèlement. C'est une manière oui, de progresser avec les enfants. Donc, je suis d'accord avec ce que vous posez comme question. Et puis, c'est vrai, ce qui fait enfin, on arrive à de la violence, c'est quand on ne sait pas exprimer nos sentiments, nos besoins, et faire des demandes. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des méthodes pour apprendre à l'enfant de se connecter. On le voit beaucoup dans les établissements où on apprend à identifier ses émotions, à les reconnaître, à voir quels sont les besoins qui sont nourris, qui ne sont pas nourris. Et bien entendu, ça facilite la communication et on arrive à moins de violence quand on est dans une communication plus apaisée, comment dire, plus efficace. Voilà. Est-ce qu'on avance sur le cyberharcèlement parce que ça fait une belle transition? Et puis question. comme ça, alors à moins qu'il y ait beaucoup de questions, parce que comme ça, on pourra reprendre un jeu de questions à la fin de la présentation sur le cyberharcèlement, ce qui serait pas mal. Non, quoique, je crois que le temps est limité, non? Ou alors on laisse tomber. Encore une question, c'est laquelle? On dit beaucoup que la méditation quotidienne 20 minutes en classe prévient le harcèlement. Avez-vous une expérience sur ce point? Est-ce compliqué à déployer? Écoutez, moi je pense que ça c'est toujours ces méthodes qui permettent d'améliorer, de permettre à l'enfant de se connecter. Bien sûr, plus on est connecté, plus on est apaisé, mieux c'est. Moi je sais que dans l'établissement dans lequel je travaillais, on en faisait et ça apportait ses fruits. Dans toutes les classes, à tous les niveaux? Alors, c'était pour les classes de 6e, c'était pour des classes de 6e, et donc ils avaient des moments de méditation, des moments de connexion, mais avec les petits, il y a beaucoup d'établissements qui le font pour les plus petits, et ils marchent, ils jouent le jeu. Moi, je l'ai fait avec des 6e, des 5e, et ça marchait très bien, parce qu'ils ont besoin, à cet âge-là, ils aiment bien encore, je l'ai fait aussi avec des secondes, hein, et ça, bien sûr, ça apaise une personne qui est détendue, elle va aborder son séance différemment. C'est facile à déployer au sein de l'établissement. C'est pas compliqué, mais c'est un tout. C'est quand on travaille sur le climat scolaire. En général, c'est les enseignants qui décident de faire. C'est plus facile pour les petits parce qu'il y a un enseignant ou deux par niveau. C'est un peu plus compliqué pour le collège parce qu'il y a un très grand nombre d'enseignants. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça pourrait prendre 5 minutes qu'on récupère parce qu'on a une meilleure ambiance. Il y a des profs de PS qui le font et qui démarrent bien avant de démarrer leur cours. Mais aussi d'autres enseignants dans leur cours qui choisissent de le faire et qui le font bien. Voilà. On pourrait avancer, Marie. On avance ce soir. On a encore un peu pour... D'accord. Très bien. D'accord. Alors, vas-y. C'est à toi. C'est à moi ou c'est à toi? Pardon, le cyberharcèlement. Alors, attends, parce que moi, je ne vois plus. Alors, vas-y, tu peux y aller. Micro, pardon.
Toi, Marie? Le cyberharcèlement, on considère qu'il y a un peu de... Vous m'entendez? Oui. Le cyberharcèlement, on considère qu'il y a deux modalités qui existent. Il y a soit le premier scénario où en fait le harcèlement à l'école va se prolonger le soir sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les moqueries à l'école vont se prolonger le soir sur les réseaux sociaux, puis ensuite ça revient à l'école. Hein. Et on a comme ça une sorte d'aller-retour entre les réseaux sociaux, les brimades, les réseaux sociaux. Quand c'est ce cas de figure, on traite les situations de cyberharcèlement de la même manière, avec la même méthode de la préoccupation partagée. Ça marche bien parce qu'on a une prise sur les comportements à l'école. Donc, comme on a prise sur ces comportements, on a aussi prise sur les comportements sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ces élèves-là. Donc, quand on les mobilise pour sortir des brimades, ils arrêtent les brimades à tous les niveaux. Un cas de figure plus compliqué, c'est typiquement le cas de sexting ou du flaming. Hein. Le flaming, c'est ces insultes qui vont tout à coup partir sur les réseaux sociaux et prendre une ampleur tellement rapide qu'en une soirée, un enfant va être incendié, vous voyez, sans qu'on ait rien vu venir avant, quasiment. Hein. Donc là, quand c'est comme ça extrêmement rapide, hein, ça arrive à des adolescents, ou alors une situation de sexting avec une photo, une vidéo qui est tout à coup publiée, et qui met en difficulté un enfant parce que c'est une vidéo, une photo qu'il n'avait pas envie qu'on voit de lui. Et ensuite, brutalement, il va se retrouver harcelé à l'école et on n'a rien vu venir. Il y a une forme de brutalité qui nous amène là à être obligés d'avoir une réaction un peu différente quand même. Parce qu'il faut être dans une démarche beaucoup plus protectrice. Hein. Alors le sexting, qu'est-ce que c'est? Je vous parle du sexting. C'est vraiment un scénario en 4 étapes. Au départ, dans le scénario le plus classique, c'est une photographie qui est confiée ou prise dans le cadre d'une relation intime. Ça, c'est le sexting primaire, c'est des relations d'amour où on échange une photographie qui est censée rester intime. Cette photographie, elle va se retrouver par trahison, parfois parce qu'on l'a volée, ou alors parce qu'on l'a confiée et la personne nous a trahis. Elle va tout à coup sortir du cadre intime, mise en public. Et puis, elle va être expédiée de façon virale par ceux qui l'auront reçue. Autant la première étape, vous voyez, quand c'était resté dans le cadre d'une relation intime bien close, hein, sans que ça sorte, ça s'appelle le sexting primaire, et la loi n'a pas à mettre son nez là-dedans. Autant quand ça sort de cette intimité protectrice et que ça part sur les réseaux sociaux, aux yeux et aux vues de tous, ça s'appelle le sexting secondaire, et là, la loi prévoit des sanctions. Le problème, c'est que le sexting secondaire ne suffit, c'est déjà terrible, mais ça ne s'arrête pas là. L'enfant à l'école qui subit une situation de sexting va être en grand danger de subir un harcèlement violent, un véritable mobbing, parce qu'en général, les élèves ne vont pas du tout se montrer solidaires avec ce qu'ils traversent, mais vont tomber dessus. C'est très souvent des jeunes filles, elles vont se voir traitées de tous les noms, et c'est absolument très, très, très dangereux. Alors, je vous ai bien dit, un sexing primaire n'est pas sujet à la loi, le sexing secondaire l'est, il y a des textes de loi. Amal vous a mis le texte de loi qui correspond pour le Maroc. Il faut le dire, il faut qu'il y ait un discours très clair. On doit en parler aux élèves en disant, voilà, quand il y a une situation de sexting, ce sont ceux qui partagent les photos intimes, qui les diffusent, qui les partagent, qui les commentent, qui peuvent être qui sont moralement coupables et pénalement répréhensibles. Donc, ils risquent quelque chose. Ce n'est pas la cible qui sera punie. Attention. Hein. Donc, on arrête de l'insulter, on arrête de lui reprocher quoi que ce soit. Ceux à qui on va s'en prendre, c'est bien vous qui osez partager, commenter, diffuser une photo que vous n'avez pas le droit avec laquelle vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, ça, c'est absolument fondamental. Je te laisse la parole. Alors, le sexting, donc, c'est le cumul de 3 blessures et pas des moindres. D'abord, comme l'a dit Marie, le fait que la photo sorte, c'est une photo qui a été remise dans un cadre privé, intime, à un amoureux ou à une amie, et que ça sorte, c'est vraiment une trahison. Et ça, c'est une très grosse blessure parce que déjà, elle sort en général après avoir
quand il y a eu une rupture amoureuse. Donc, il y a déjà la douleur de la rupture amoureuse. Et une autre douleur, c'est la trahison. La trahison, voilà, je t'ai fait confiance, je t'ai remis une photo où on m'a volé la photo et elle est mise sur les réseaux sociaux. Donc, la première blessure. La deuxième, c'est la honte de se retrouver sur des téléphones portables, sur des écrans, nus ou à moitié nus, et donc vraiment exhibé aux yeux de tous. C'est vraiment honteux aux yeux des adultes, aux yeux des parents, aux yeux de tout le monde. C'est vraiment, c'est une très très grande blessure pour la victime. Et la dernière, et c'est pas la plus simple, ce sont toutes les moqueries. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que dans ces situations-là, au lieu qu'on s'attaque à la personne qui a divulgué, parce que c'est elle qui est en faute, on s'attaque à la victime qui, elle, est déjà dans une situation de vulnérabilité. Donc, la victime est écrasée par la douleur de toutes ces blessures et elle se retrouve vautrée dans un silence où elle n'arrive plus à se sortir, duquel elle n'arrive plus à se sortir. La victime du sexting est vraiment en danger de mort. Une enfant, une fille, bien sûr, il y a des garçons qui vivent le sexting, mais la plupart, ce sont des filles. C'est pour ça que je dis les filles qui se trouvent la victime qui se trouve dans cette situation-là, c'est vraiment, il faut qu'on soit conscient. Que l'établissement scolaire soit conscient, que les parents soient conscients qu'il y a une situation d'urgence, qu'il faut vraiment protéger une victime parce qu'elle peut passer à l'acte, parce qu'elle peut être au bord du désespoir. Donc, c'est une situation d'urgence à traiter avec d'abord prendre la victime, la soutenir, lui donner son soutien en lui disant d'abord que... en lui disant que... Alors, s'il te plaît, tu peux mettre la prochaine... la suivante. Oui, alors, bien sûr, non seulement elle va recevoir des messages négatifs de partout, elle va s'entendre dire, bien sûr, par les pairs, tout le monde clique, tout le monde transfère, et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, vous êtes parents, vous êtes là, on s'adresse à vous en tant que parents, on vous demande d'aborder ces situations avant qu'elles n'arrivent, de dire aux enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une vidéo ou une photo d'une personne dans le cas du sexting? Eh ben, que ce soit à l'école ou en famille, il est important d'en parler avant que ça n'arrive et de dire on la supprime. Vraiment donner cette indication à l'enfant pour que le jour où ça arrive, l'enfant puisse être conscient que c'est quelque chose de très grave pour la cible. Alors, bien entendu, malheureusement, c'est pas ce qui se fait. La victime va voir sa photo se propager sur les réseaux. Bien sûr, qu'est-ce que les adultes disent? Malheureusement, maladroitement, au lieu de soutenir la victime, ou ils pensent la soutenir en l'éduquant, en lui disant « mais t'aurais pas dû, qu'est-ce qui t'a pris de prendre cette photo, mais qu'est-ce qui t'a pris de confier cette photo ?» Ben c'est d'une manière ou d'une autre adopter le point de vue des harceleurs, des intimidateurs, parce que on est en train de dire indirectement à la victime « t'aurais pas dû, t'as fait une faute, une erreur, une faute, et quelque part, tu es en train de subir les conséquences de ton erreur, de ta faute. » Donc, c'est vraiment, c'est l'attitude à ne pas avoir. Par contre, il faut qu'on lui envoie un message qu'on est là, on est à ses côtés, qu'on la protège, qu'on est inconditionnellement, on la soutient inconditionnellement. On doit lui dire ce que tu as fait, c'est pas toi qui a fait, c'est pas toi ce que toi tu as fait.
pardon, on doit dire que c'est la personne qui a divulgué la photo qui est dans la faute. Et d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Marie, c'est elle qui serait susceptible, qui pourrait être sanctionnée et elle doit répondre de son acte, elle pourrait répondre de cet acte devant la loi. C'est quelque chose de sanctionné par la loi. On doit lui dire, c'est l'autre, nous sommes là, on te soutient, on est à tes côtés, on t'accompagne, garde la tête haute, n'aie pas honte. Et si l'enfant, l'adolescente ou la victime n'y arrive pas toute seule, on pourrait même lui dire si elle a envie de voir un spécialiste pour l'accompagner. Donc, ce soutien, c'est vraiment un soutien sans faille. Il n'y a pas de oui, mais c'est vraiment on la soutient et on soutient aussi la famille pour l'établissement scolaire, parce que je sais que c'est l'établissement scolaire qui organise. L'établissement scolaire, quand il reçoit un cas de sexting, il a le devoir de soutenir les parents et de dire c'est pas votre fille qui a fait qui est en faute, c'est celui qui a divulgué la photo ou la vidéo qui est en faute, et pour que la famille puisse aussi soutenir l'enfant. Voilà, pour terminer, je vais vous donner un site. Je vais vous parler d'Espace Maroc Cyberconfiance, qui est un site marocain qui a été mis en place, c'est une initiative du Centre marocain de recherche polytechnique d'innovation, le CMRPI. C'est un site qui regorge d'outils, de ressources pour les parents, pour les enseignants, pour accompagner les enfants, pour les protéger sur les réseaux sociaux. Ils leur apprennent comment mettre des protections, comment signaler, qu'est-ce qu'on fait en cas de... Donc, allez-y, vous trouverez pas mal de ressources. Voilà. Et Marie, tu voudrais rajouter quelque chose, compléter Non, mais tu as tout dit, c'était très bien, vraiment, tout est dit. Bah, non, tout est dit, on peut peut-être prendre quelques questions, mais je ne sais pas à quelle heure la conférence est censée se terminer. Mais on peut prendre encore quelques questions, je pense. Alors, il y avait une question sur l'attitude à adopter envers l'enfant qui, par exemple, a dévoilé la photo. Ah, l'enfant qui a dévoilé la photo, donc qui est en faute, pour le coup. Voilà. L'enfant qui a, oui. Ah ben, il ne faudra pas qu'il recommence. Alors évidemment, normalement, c'est quand même un acte qui mérite une sanction. Alors évidemment, on adaptera la sanction à l'âge, à l'attitude, à la gravité. Il faut marquer le coup. On ne peut pas ne pas avoir une sanction pour un acte pareil. Donc, si cet enfant se montre totalement désolé, conscient des conséquences, va chercher à réparer auprès de l'élève cible, s'excuser, je ne sais pas, très bien, voyez. Si cet enfant ou cet adolescent ne se rend pas compte, ne veut pas reconnaître, se conduit mal, entraîne d'autres, il va falloir être très sévère, extrêmement sévère. Moi, j'ai accompagné des situations de sexting pour certaines. J'ai vraiment recommandé le dépôt de plainte. Ces élèves, un cas de sexting comme ça que j'ai suivi pour une jeune fille qui était en seconde, hein, donc assez grande. Les deux garçons responsables ont été convoqués devant un juge quand même pour un rappel à la loi. Ça a été quand même quelque chose d'assez important. Vous voyez, donc voilà, ça peut aller jusque-là. Hein. C'est assez impressionnant quand même de vivre ça. C'était pas du tout habituel, pas du tout normal. Hein. C'était des enfants qui n'avaient jamais eu de problème par ailleurs. Voilà. Donc, mais vous voyez, c'était adapté, bien sûr. Je pense qu'on doit quand même sanctionner. Il faut montrer qu'une ligne rouge a été dépassée. Il faut sanctionner quoi qu'il arrive. Si possible, si on peut accompagner la sanction d'un changement d'attitude, d'une réparation envers la victime, ça fera beaucoup de bien à la victime. Les victimes ont un immense besoin de réparation de la part évidemment de ceux qui les maltraitent.
Bien sûr. Alors moi, personnellement, les situations que j'ai eu à traiter, j'en ai eu où c'était une enfant de l'établissement, mais avec un garçon de l'extérieur. Et à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces lois qui protégeaient, du moins elles n'étaient pas encore appliquées. Donc ce que j'ai eu à faire, c'est de travailler, de soutenir. On a vraiment fait le travail auprès de la cible pour qu'elle puisse garder la tête haute. Et je peux vous assurer, c'est pas parce qu'on l'a soutenue qu'elle a recommencé. Elle a eu l'an dernier son bac. Elle était, voilà, elle s'en est très bien sortie. Ça s'est plus jamais reproduit. Et parce que c'est un peu l'inquiétude des parents, parce qu'on se dit, quand on dit ah, t'aurais pas dû, si on lui dit ce que tu as fait n'est pas bien, c'est comme si on encourageait à faire, alors que c'est pas vrai. C'est l'expérience montre que ce sont des enfants, des filles, quand elles ont été soutenues, mais elles non seulement qu'elles ne recommencent plus, mais elles-mêmes, elles vont protéger les filles qui sont des victimes potentielles. Voilà. Et quand ça s'est produit entre élèves du même établissement, il y a eu il y a eu des sanctions. C'était des conseils de discipline avec un accompagnement et pour l'intimidateur et pour la personne qui a divulgué la photo et l'accompagnement, bien entendu, de la cible. Et voilà, les choses, il y a eu un travail de réparation, il y a eu un accompagnement et les choses se sont bien passées par la suite. Voilà. Il y a une question sur les lois telles qu'elles sont appliquées au Maroc. Donc, moi, je ne peux pas répondre à ça. Alors, je ne vous cache pas que moi, je viens de me mettre en contact avec le CMRPI. Ça fait pas longtemps que je les ai rencontrés parce que quand j'avais des situations de sexting ou des situations voilà, de photos ou de contenu, je m'adressais à e-enfance en France. Et là, je suis ravie de travailler avec l'équipe marocaine qui fait un travail formidable et qui, voilà, mais c'est le tout début de mon démarrage avec eux. Je ne sais pas si, j'ai invité Monsieur Bentaleb à cette conférence. Je ne sais pas s'il est là en ce moment. Il pourrait répondre mieux que moi parce que lui, il est très outillé. Il travaille sur la cyberviolence. C'est lui le président du CMRPI et c'est lui avec son équipe ils ont mis en place Espace Maroc Cyber Confiance. Il n'est pas là, non. Donc, c'est vraiment sur le site, il y a des indications, mais j'avoue que je les ai rencontrés récemment et donc je n'ai pas encore eu affaire depuis, je n'ai pas eu de cas de sexting, et je touche du bois, j'espère que j'en aurai pas. Donc, je n'ai pas encore fait appel, mais je sais que eux, ils les traitent, ils font appel parce qu'ils travaillent aussi avec la gendarmerie, la police. D'ailleurs, le 5 novembre, nous étions dans la conférence contre le cyberharcèlement et tout le monde était présent. Il y avait la police, la gendarmerie, il y avait Instagram et compagnie, les géants de l'industrie. Voilà, il y avait les associations, tout le monde était regroupé pour travailler sur la cyberviolence et le cyberharcèlement. Et donc, voilà, il y a quand même des choses extraordinaires qui sont faites au Maroc et ils sont très, très outillés pour accompagner. Faites appel à eux, c'est leur domaine. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Moi, je ne les vois pas. En tout cas, nous, on a fait le tour de l'essentiel. Hein. C'est bien, on a pu parler du cyberharcèlement. Heureusement, on a eu le temps de parler du Je crois qu'on est dans les temps, hein, à peu près, d'après ce qui a été annoncé. À 10 minutes près. Ouais. Oui, je pense qu'on est totalement dans les temps. Hein. Ça fait plus d'une bonne heure et demie. Voilà. Donc, je pense que si l'ensemble des participants ont posé leurs questions, je pense qu'il est temps de clore ce webinaire. Pour ma part, je vous remercie. C'était extrêmement riche et
et enrichissant pour toutes les personnes qui étaient là, je suppose. J'ai vu plein de commentaires qui étaient très positifs, des parents rassurés. Donc, voilà, pour moi, il y a des outils concrets, il y a des mots concrets, il y a des définitions communes. Donc, il faut qu'on continue à agir main dans la main en tant que communauté pour vraiment lutter contre ce fléau parce que c'est vraiment du day-to-day, c'est vraiment du quotidien. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir introduit, qu'on ait introduit le sujet en votre présence. Et voilà, donc j'espère qu'on fera un travail de fond sur les mois à venir pour pouvoir éradiquer ce fléau. Et je laisse la parole merci pour cette conclusion. Aussi pour, oui, tout à fait. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Madame Hassoun et Madame Cartier, pour votre participation, pour toutes les informations que vous nous avez apportées, les éclaircissements. Et encore une fois, merci à l'EAFI pour votre engagement dans la lutte contre ce fléau, tout ce que vous avez déjà mis en place et tout ce que nous savons que vous voulez mettre en place. Et on attend la suite des événements. Vous avez vu, les parents sont sont curieux, ils sont prêts, je pense, à participer, à s'engager, à écouter, à être éventuellement formés. Je sais que ça se fait. Donc, on attend la suite des événements et on est toujours là pour collaborer, bien sûr, avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à tous. Merci Madame Hassoun, merci Madame Cartier. Je vous souhaite une excellente soirée. On vous envoie la vidéo. Donc, j'ai enregistré. Je transmets à Amal qui vous envoie, qui partage avec vous. Hein, voilà. Parfait. De toute façon, nous restons en contact pour la suite des projets. Parfait. Merci pour votre accueil. Excellente soirée. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.